Et pour avoir plus de détails sur ce sujet, on a le plaisir d'avoir avec nous en ligne Dr Dina El-Kourdi, professeur à l'Université d'Alexandrie. Bonsoir, Dr Dina. Bonsoir, monsieur. Alors, Dr Dina, comment évoluez-vous actuellement la situation humanitaire dans la bande de Gaza, notamment avec les violations flagrantes de l'armée israélienne et les raids quotidiens sur la bande de Gaza? Alors, la situation est vraiment très très grave, surtout avec le manque de l'aide humanitaire. Et bien sûr, de la part d'Israël, il y a toujours un bombardement sur la bande de Gaza, il y a l'aide humanitaire qui n'aboutit pas à bout. Et toujours vraiment la situation s'empire de temps en temps. Les Palestiniens qui meurent à cause de la faim et aussi des bombardements. Et bien sûr, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de faculté. C'est-à-dire la situation est vraiment très grave comme nous le voyons. Alors, c'est pour cela qu'il faut y avoir une certaine coordination de la part de tous les pays pour mettre fin à cette guerre-là. Et nous l'espérons, en fait. Et quelles sont les conséquences de la destruction des infrastructures sur la population civile? Alors, les conséquences sont en fait flagrantes parce que nous voyons, bien sûr, il y a une destruction massive de l'infrastructure dans la bande de Gaza. Alors, par la suite, il n'y a plus de transport, par exemple, pour les blessés ou bien pour les morts. Toujours, vraiment, il y a aussi le manque de l'aide humanitaire, comme je vous l'avais dit. Il n'y a plus, par exemple, de produits agricoles ou bien même, par exemple, des produits alimentaires qui peuvent être dans le pays et vraiment les enfants vivent une situation qui est vraiment très flagrante. Et tout cela, bien sûr, aura des conséquences néfastes par la suite sur les êtres humains et sur la flexibilité dans le fait de se déplacer d'une manière facile pour les ambulances et pour les écoles et ainsi de suite. Et alors qu'on a vu comment Israël a accusé l'UNRWA de se collaborer avec les mouvements Hamas et d'être collaborer avec les terroristes et des telles accusations comme ça. Comment vous voyez ces accusations et comment, après l'interdiction de l'UNRWA à travailler dans le territoire et ses répercussions négatives sur les habitants de la bande de Gaza? Oui, l'UNRWA vraiment a essayé de déployer de très grands efforts pour aider le peuple palestinien et ses enfants-là. Mais bien sûr, comme nous savons, il y avait Israël qui a dit que il y a par exemple quelques terroristes qui peuvent être infiltrés et il y a des armes qui peuvent être transportées d'une région à une autre. Mais le problème que nous avons un peuple qui meurt. Et nous avons des enfants qui affectent vraiment une vie qui est vraiment déplorable. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire en fait pour ces enfants-là? Donc, et même les organisations internationales humanitaires n'ont pas vraiment abouti à aider le peuple palestinien. Et ça, c'est très très grave. Alors, si vraiment la situation va continuer d'une telle façon, nous allons avoir bien sûr beaucoup de meurtres, par exemple de morts par la suite, et aussi il y aura pas mal de maladies qui vont être propagées par la suite, étant donné qu'il n'y a plus d'aide humanitaire, il n'y a plus par exemple d'ambulances, d'hôpitaux, et ainsi de suite. Et c'est ce que nous avons vu par exemple aujourd'hui le matin, aussi les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, qui a dit qu'il y a pas mal de maladies qui peuvent être propagées dans la bande du Gaza à cause du manque en fait d'aide humanitaire pour ce peuple-là. Donc vraiment les conséquences seront néfastes. Suite à l'ampleur de cette catastrophe et des endommagements dans les
les bâtiments et les personnes déplacées à cause de raids israéliens et des violations de l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Quelles sont les priorités pour reconstruire la bande de Gaza? En fait, la priorité maintenant, c'est le cessez-le-feu. Et en fait, nous devons nous mettre d'accord et nous devons vraiment continuer les négociations qui ont été commencées avant cela pour le cessez-le-feu entre Israël et entre Hamas. Ça, c'est vraiment, ça, c'est l'idée principale. Et après cela, nous pouvons par la suite commencer à reconstruire le territoire, restaurer les services essentiels et bien sûr créer des conditions politiques permettant aux Palestiniens de vivre durablement sur leur terre et parler de l'état de la bande de Gaza après la guerre. Mais premièrement, si jamais nous allons continuer, par exemple, nous allons parler de la reconstruction de Gaza, mais en même temps, il y a des violations de la part d'Israël, parce qu'Israël dit que nous devons procéder par le désarmement de Hamas, nous n'allons pas vraiment atteindre nos objectifs, parce que toujours, il y aura bien sûr des violations, il y aura des bombardements de la part d'Israël. Nous n'allons pas vraiment aboutir vraiment à quelque chose, c'est la reconstruction de la bande du Gaza. C'est pour cela que je vois comme priorité que nous devons revenir une autre fois aux négociations, aux accords et à ne pas violer vraiment les accords qui ont été signés ou bien qui ont été élaborés. Donc nous devons commencer par le cessez-le-feu et vraiment les deux parties, soit Israël, soit Hamas, doivent vraiment respecter ça pour que nous puissions vraiment passer à la phase suivante qui est la reconstruction de Gaza et bien sûr la paix et une vie vraiment pour les enfants et pour les Palestiniens. Bien sûr, Donc, bien sûr. Oui, effectivement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais si on arrive à un accord et à l'application de la deuxième étape du cessez-le-feu du plan américain, alors quels secteurs doivent être reconstruits en priorité dans la bande de Gaza? Le logement, la santé, l'éducation ou les infrastructures? Je pense que nous devons commencer par tout cela vraiment en parallèle. Bien sûr, il doit y avoir une certaine coordination ou bien un certain soutien de la part de tous les pays du monde. Parce que vraiment, il ne s'agit pas d'un seul pays qui peut prendre vraiment la relève ou bien qui peut être pionnier pour vraiment faire tout cela. Donc, il doit y avoir un certain soutien de la part du monde entier. Et nous devons vraiment travailler en parallèle dans tous ces domaines-là. Il y a l'infrastructure qui a été vraiment tout à fait démolie. Il y a aussi la santé. Ça, c'est un dossier qui est vraiment très, très important. Il y a aussi l'énergie quand même, parce que vraiment la bande de Gaza souffre vraiment d'énergie. Il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus d'électricité, et c'est la même chose aussi pour les hôpitaux, ainsi de suite. Donc nous devons travailler en parallèle sur tous ces dossiers-là, une fois que le cessez-le-feu a été établi. Oui. Les réseaux d'eau, de l'électricité, bien sûr, et tous les besoins nécessaires pour la vie normale des civils. Et comment garantir que le fonds destiné à la reconstruction parvienne réellement à la population? Alors, je pense que pour cela, il doit y avoir, disons, des organisations qui doivent contrôler ça, ou bien surveiller ce fonds-là et comment ce fonds-là va être distribué ou bien qui va être vraiment pour le peuple. Et alors, il doit y avoir quelques médiateurs ou bien quelques pays, quelques organisations internationales qui vont surveiller et contrôler cela. Mais le fait que nous avons, par exemple, donné le fonds à une certaine partie palestinienne ou bien par exemple sans surveillance ou bien sans contrôle, il y a bien sûr un risque que cela ne va pas bien sûr arriver aux Palestiniens ou bien arriver au bon endroit pour vraiment financer les infrastructures et l'énergie et tous les secteurs qui ont besoin vraiment de ce fonds-là. Docteur Dina El-Kurdi, vous êtes professeur à l'Université d'Alexandrie. Merci bien d'être avec nous dans notre édition. Et voilà, après cette partie,